Oui. Bon, ben, ça fait plaisir de le voir en projo comme Ouais, 3 ans plaisir. après. Même si c'est pas encore tout à fait fini. Ouais. Bon, ben, je sais pas trop quoi dire. Vous avez appris des choses. On va peut-être parler un tout petit peu avec Paul, parce que c'était prévu comme ça, mais voilà, les choses ont changé depuis 2 ans. Hein. On a enregistré tout ça depuis 2 ans. Si vous avez des questions à poser sur la production de la musique de film, la régie des musiciens, enfin toutes ces choses-là, c'est Paul qui s'en est occupé. Donc peut-être que tu as quelque chose à dire, Paul, déjà en introduction, sur la façon dont ça s'est passé. On va pas parler de budget, mais... budget. Je voulais remercier avant tout Marie et Thierry, parce que vous ne pouvez pas imaginer combien... ça fait 3 ans quasiment. Voilà, c'est beaucoup d'émotions. Vraiment beaucoup d'émotions par rapport à ça. Vous avez fait un aussi beau film que Jacques en a fait un. Et je suis désolé, hein, j'ai un peu de mal parce que je sors de tout ça. Mais évidemment, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Et simplement dire que j'ai ce bonheur, moi, de travailler avec Bruno depuis 20 ans. Donc, c'est pas non plus n'importe quoi. C'est depuis Microcosmos. J'ai rencontré Jacques et Bruno à ce moment-là. Je suis tombé amoureux des deux. On a fait des dizaines de films ensemble. Et c'est aussi la somme de ce dont on a partagé pendant 20 ans qui fait que Jacques Perrin et Bruno s'entendent aussi bien, même si c'est quelquefois difficile, parce que Jacques a tout est dit dans ce film. Hein. Je pense, parce que les interviews que vous avez faites au niveau de Jacques, au niveau de Bruno, c'est véritablement ça qui se passe. Moi, mon boulot, il est dans l'ombre de préparer tout ça, mais évidemment, ayant fait une dizaine de films avec Jacques, une trentaine avec Bruno, en tant que directeur de production de musique, c'est vrai que c'est plus facile parce qu'on connaît la façon de fonctionner de Jacques, la façon de fonctionner de Bruno. Là, il y avait un exercice de style un peu particulier qui était de faire cette musique multipiste, avec les pupitres cordes, les pupitres. Donc moi, il fallait que je m'adapte. D'une part, je l'avais fait une fois avec Marsupilami, d'ailleurs, avec le film d'Alain Chabat. Thierry, tu étais dessus aussi. Mais c'était pas simple parce qu'au niveau budget, vous imaginez que ça engrange des choses. Et moi, mon boulot, c'est aussi de faire en sorte qu'on ne dépasse pas le budget. Comme dit Bruno, des moments, il dit, là, le producteur, il va falloir qu'on ne soit pas en retard. Mais dans tous les films, c'est comme ça. Donc, il y avait cet exercice de style un peu particulier de travailler en multipiste, de travailler avec ce nouveau système que moi, je ne connaissais pas, mais Emeric vous l'a expliqué mieux que moi. Mais je le répète, ça s'est fait parce qu'on avait, comme Bruno a tendance à dire, cette fameuse Dream Team, que ce soit Emeric, que ce soit Cécile, que ce soit évidemment Bruno, tous ces musiciens qu'on connaît depuis 20 ans. Je pense qu'on n'aurait pas pu le faire autrement, quoi. Alors, au niveau budget, c'est une musique évidemment qui a coûté fort cher, mais c'est aussi, là c'est pareil, c'est une histoire avec Galatée Film, avec Jacques Perrin, où moi je suis arrivé au moment de Microcosmos, et Jacques a compris que s'il voulait faire des films comme il en a fait, et Dieu sait s'il en a produit de beaux, il fallait aussi accorder à la musique un budget au même titre que dans un film de fiction, accorder des budgets au décor, ou dans les films d'époque et des choses comme ça. Et Jacques l'a compris un peu à travers moi, je crois, parce qu'on a beaucoup bossé ensemble depuis 20 ans. Et ça donne ces résultats-là. Donc ça veut dire qu'en effet, il y a des moyens. Mais on arrive quand même, comme le dit Bruno, on arrive toujours à trouver des solutions, quoi qu'il arrive, pour faire ça. Et c'est du pur bonheur. Est-ce que vous avez des questions pour Paul? Si vous voulez bien, prenez les micros, comme ça, comme on enregistre. Bonjour. Je ne sais pas s'il est vraiment pour Paul, en fait. Elle est un peu générale. C'est un film qui est formidable, hein, très clairement. On aurait envie de pouvoir le partager avec plein de gens. Je pense que ça peut plaire et intéresser à plein d'autres personnes que des ingénieurs du son, ou monteurs, ou etc. Et du coup, on se dit, mais quel avenir pour ce film, en fait? Il en aurait un. Je suis complètement d'accord. Moi, ça me donne envie, là, après le coup de l'émotion, ça me donne envie de trouver des partenaires avec l'aide et puis avec l'accord de Galatée Film, évidemment, mais pour faire en sorte de montrer cela, parce que
c'est une vraie œuvre, ça. Enfin, au-delà de l'aspect technique que vous connaissez tous et 1000 fois mieux que moi, mais c'est quelque chose. Enfin, moi, j'avais produit un film au moment de un making-of Genesis pour le film de Claude et Marie Nurizzani, pour leur faire un cadeau aussi, parce qu'ils m'avaient aussi accordé Microcosmos. Et c'est un film qui va totalement dans ce sens-là, mais c'est encore beaucoup plus. Il est encore beaucoup plus enfin, il y a plein d'émotions dans ce film-là, quoi. Et vraiment, c'est du début jusqu'à la fin de l'enregistrement. J'ai pas. Je suis désolé, hein, il y a tellement de gens à remercier là-dedans parce qu'il y a des putains d'équipes, quoi. Mais oui, une exploitation, ça me donne très envie. Il faut me laisser un tout petit peu le souffle là, mais d'en parler avec Thierry et Marie parce qu'il y a un vrai truc à faire là. Je pense. Enfin, moi, je le pense en tout cas. Je pense que ça peut intéresser beaucoup plus de monde que nous qui avons ce privilège de travailler dans ce métier. C'est une question que je me suis posée en fait pendant tout le montage, c'est-à-dire trouver la limite entre ce qui intéresse le néophyte et l'idée quand même, le postulat de base, c'était de faire un film pour l'AFSI, pour des ingénieurs du son. Et c'est vrai que c'est pas simple parce que il fallait tout le temps naviguer entre ces prérogatives. Est-ce qu'on bascule vraiment dans de l'explication technique? Est-ce qu'on reste plutôt généraliste? Et puis la complexité, c'était aussi de mélanger à chaque fois les problématiques et techniques et artistiques qui évidemment sont imbriquées en permanence, quoi. Depuis la composition jusqu'aux finitions de la musique. Et donc c'est un peu le même problème pour nous, d'arriver à trouver un fil conducteur qui marie tout ça et voilà, sans basculer dans quelque chose de trop technique, qui soit en même temps attractif pour tout le monde et compréhensible par tout le monde, quoi. Oui, moi j'ai cette impression que ça peut être vraiment très grand public. Enfin, pendant tout le film, je me disais, mais c'est un film que j'aimerais montrer à mon fils, en fait, tout simplement parce qu'il adore la musique de film. Enfin voilà, il est tout petit, mais je sais qu'il est très curieux de savoir comment ça se passe, etc. Et j'ai l'impression que c'est assez. Bien sûr, il y a des parties qui le dépasseraient, mais voilà, il y a vraiment quelque chose de très pédagogique, de très accessible, et en même temps, c'est très bien d'avoir fait des images partagées entre le film, l'orchestre en train de jouer, ce qui se passe dans la cabine, l'orchestre. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très bien cet équilibre-là aussi. Ah bah super, ça fait plaisir. Faut dire que on a eu une chance inouïe, c'est-à-dire qu'au départ, avec Marie, on est allé une journée chez Ferber en se disant voilà. On va prendre des images chez Ferber pour avoir un petit peu d'illustration. Et à la base, c'était un film ou un atelier qui devait se passer avec les intervenants ici, sur place, etc. etc. Et quand Jacques, on a rencontré, grâce à Paul et Bruno, que je connaissais un peu par avance, on a rencontré Jacques Perrin. Il est venu nous voir, il nous dit « Mais vous êtes qui, vous ?» On s'était présenté, hein, on a dit tous les deux, on avait notre caméra ou nos caméras. À l'époque, je ne sais pas si Amaury était là, enfin il y avait de la prise de son avec, on était 3. Il a dit mais vous êtes super discret, vous faites quoi comme métier? On est mixeur. Ah, vous n'êtes pas cadreur? Non, on est mixeur. Ah, mais c'est pour ça que vous êtes super discret, qu'il n'y a pas de cloud. Et finalement, ça a permis, il nous a dit, au départ il nous a dit surtout filmez pas les images, le film n'est pas sorti, ce qu'on connaît d'habitude. Et dès qu'il nous a vus et qu'il a vu comment on fonctionnait, etc., il a vite repéré, hein, c'est pas un producteur pour rien. Et il nous a ouvert les portes d'Avou, il nous a ouvert les portes de tout le temps, il nous a donné toutes les images qu'on a voulu, enfin, à quelques limites près. Donc ça nous a ouvert. Alors, heureusement, on était libre à ce moment-là, mais ça nous a ouvert les portes. Et après, là, du coup, on s'est imposé. C'est-à-dire qu'on avait chacun 2 ou 3 caméras, tout seul, et puis hop, on filmait tout. C'est pour ça qu'il y a des trucs qui sont assez étonnants qu'on n'a jamais dans des documentaires comme ça, parce qu'il y a des trucs intimes. On a pu les choper, et ça c'est grâce à Marie qui les a montés, c'est sûr. Émeric Le Tocard, là, je pense qu'au début, il était un peu réticent, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu qu'on lui mette de micro à chef. Bon, il avait tellement de choses à gérer de son côté, une telle concentration que je pense que voir débarquer des gens pour filmer, ça l'angoissait un peu, surtout qu'il est un peu d'un naturel timide. Et puis en fait, je pense que le fait qu'on soit ingé son et donc qu'on comprenne son travail, au bout du compte, et qu'on soit très discret, au bout du compte, ça nous a beaucoup facilité la vie parce qu'il a vu qu'on n'était pas là on n'était pas intrusif, quoi. Enfin, c'était vraiment, on comprenait ce qu'il faisait, on savait quand il fallait le laisser tranquille. Moi, j'avais placé une caméra sur un pied dans la cabine, mais je l'avais mis de telle sorte d'être sûr qu'il ne soit pas sur un lieu de passage qui les gênerait.
Quand j'allais derrière lui pour avoir la face vers le studio, je faisais toujours en sorte que ce soit pas un moment où il soit obligé de naviguer d'un bout à l'autre de la console. Enfin oui, voilà, je pense qu'il a vu très vite qu'on était de son côté et qu'on savait respecter le travail d'un ingénieur du son derrière sa console. Et ça, du coup, ça nous a aidés, je pense, sur le long Et terme. Gérard, pareil, quand je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien t'interviewer sur le film, il m'a dit, non, mais moi, tu me connais, enfin, vous le connaissez aussi. Hein. Il dit, non, jamais, moi, pas d'interview. Et il se trouve qu'on s'est pointé un jour où l'Audi est tombé en panne pendant 2 heures. Ouais. Et après, il m'a remercié, enfin, il nous a remercié, il nous a dit, heureusement que vous étiez là, parce que sinon... Il est quand même allé se mettre dans le coin le plus sombre de l'Audi, pour être sûr qu'on n'allait pas le filmer, mais bon. Puis une fois qu'il est parti, après, il parle, Gérard. Mais juste au début, il faut lui tirer les verres du nez. Et puis Paul a fait en sorte aussi que les musiciens disent rien, parce que normalement, les musiciens, ils ont un droit de dire à l'image, tout ça. Donc tout ça, ça s'est super bien passé, donc c'est aussi ça le résultat. Non, parce que on a un accord avec Galatée Film qui est les images, ils nous les ont données, mais on a signé un contrat. Pour l'instant, c'est réservé aux membres de l'APSI. Ah oui, bien sûr. Non, personne l'a vu encore. Personne il y a l'a Oli. Vu. Oui. Oli avait une maquette. Oli devait venir, oui. Je ne sais pas s'il l'a montré à Jacques ou pas. Oli, on lui a donné une maquette pour qu'il valide le fait qu'on prenne ces images-là. C'est pas très long. De façon générale, quand on travaille avec Bruno, c'est beaucoup. Il y a énormément de temps pour la préparation. Alors, comme le dit Bruno, et j'ai adoré ça parce que, comme le dit Bruno, au moment de Microcosmos, par exemple, c'était quelque chose où il ne faisait pas écouter ses musiques au réalisateur, puisqu'il n'y avait pas le système, notre technologie qu'on a aujourd'hui. Il s'est mis depuis le temps au niveau des maquettes et tout. Donc, avec Jacques, le problème qu'il y a avec Jacques, c'est que Jacques entend différemment de Bruno. D'abord, Bruno a l'oreille absolue, donc c'est aussi un souci. Quand il parle à un moment donné de l'expérience précédente, à savoir sur Océan, où on a frôlé la catastrophe parce qu'il y avait eu des musiques préexistantes qui avaient été mises sur des montages, et Bruno, qui a l'oreille absolue, une mémoire auditive énorme, est parti sur des thèmes qui, quelque part, inconsciemment, il avait déjà entendus. Et ce n'était pas des musiques de lui. Donc, ça a posé quelques soucis. Donc là, ce qu'on a fait véritablement sur les saisons, tout ce travail de préparation, on l'a fait en amont. Beaucoup de briefs entre les deux Jacques, parce que là, j'avais deux co-réalisateurs, ce qui n'est pas simple. Et comme c'est dit aussi dans le film, vous avez vraiment... Tout cerné par rapport à ça, parce que Jacques Perrin et Jacques Cluzot n'ont pas du tout le même avis artistique sur leur film, même si ça a fait un film très consensuel, mais c'était pas forcément évident. Donc un énorme travail de préparation, mais autrement en matière d'enregistrement et mix, c'est sur une quinzaine de jours. Ça va. On travaille avec des musiciens donc qui sont des immenses musiciens. Enfin, en plus. Essentiellement l'équipe que Bruno emploie quasiment tout le temps, oui, que j'emploie quasiment tout le temps aussi, et qui fait que on a dû faire, je pense, à vous 9 séances, donc c'est sur des séances de 3 heures. On a fait par contre un peu plus long sur tout ce qui était quatuor, des choses comme ça à Ferber, et percussions, des choses comme ça. Et par contre, ce que disait Aymeric est vrai, c'est que le mixage était évidemment plus long. Parce que multipiste et automatiquement... 5 jours à peu près, 5 jours. Oui, un petit peu plus. Puis après, ce qu'on a eu aussi, mais ça c'est moi qui le souhaitais, c'était de faire un mixage stéréo pour compliquer l'histoire, parce que je voulais sortir j'ai sorti une bande originale la bande originale du film, mais avec des édits spécifiques, avec des rallonges, et véritablement faire un vrai mixage stéréo, pas faire de la réduction 5.1 ou des choses comme ça. Donc oui, ça ne dure pas si longtemps. C'est beaucoup la prépa. Et dans cette préparation-là, c'est vrai que les briefs entre les deux réalisateurs et Bruno est vraiment très très importante. Et moi, il ne faut pas que j'en loupe une, parce que si j'en loupe une, après, ça peut partir en vrille. C'est tout vous connaissez ça aussi bien que moi, c'est tout dans l'humain, tout ça. C'est que sur Océan, on a eu ce genre de soucis, où il y a eu des moments où il y a une mauvaise, entre guillemets, une mauvaise compréhension en amont. Enfin, une mauvaise... je m'entends, mais il y a eu quelquefois des difficultés à se comprendre, et évidemment, ça ne l'a pas fait comme ça aurait pu le faire.
Par contre, le mieux, et là pareil, vous le dites vous, enfin Bruno le dit, le moment le plus extraordinaire, c'est véritablement l'enregistrement, quoi. C'est quelque chose où on monte au ciel. Enfin, moi, je sais que une bonne production se doit d'être bien préparée en amont, et quand ça se passe comme ça, c'est un pur bonheur. Enfin, moi, c'est ma récompense totale. C'est-à-dire que je peux, pendant 10 minutes, être derrière Laurent Petit-Girard, caché, parce que j'aime pas les caméras. Et là, vous sentez, en plus, comme on avait pris que les cordes d'un côté, les cuivres de l'autre, c'est à tomber par terre, quoi. Ça, c'est vraiment à tomber par terre. Ouais. J'étais au cœur de l'orchestre pour filmer le jour de mes 50 ans et je me suis dit que c'était le meilleur cadeau que je pouvais avoir pour, pour ce jour-là. J'avais une petite question liée à la production. Il me semble que la tendance générale, dès qu'il y a un grand orchestre classique à enregistrer, on part dans une république de l'Est. Qu'est-ce qui conduit un producteur comme vous à maintenir l'idée qu'on va garder en France alors que, soi-disant, tout est beaucoup plus cher, etc. Mais la question est... Enfin, là-dessus, je peux en parler parce que j'ai aussi travaillé avec Bruno, notamment beaucoup à Sofia. Il y a peut-être 15-16 ans. Ça dépend. C'est vrai qu'au tout départ, la première fois que je l'ai fait, c'était pour une série télévisée qui était Monte Cristo. Et au départ, en plus, c'était moi qui la produisais financièrement en plus. Donc c'était vraiment essentiellement économique. Après, aujourd'hui, avec Bruno, quand on a le choix, enfin, on se donne les choix, c'est véritablement quelque chose en même temps d'artistique. Il y a ce côté économique, bien évidemment, faut pas mais c'est vraiment très, très artistique. Quand Bruno fait, par exemple, de la musique très, très contemporaine, on peut aller à Londres. Quand il utilise des bois, beaucoup de percussions, on reste en France. Ici, il y avait ce choix possible parce qu'il voulait travailler avec les musiciens qu'il connaissait vraiment très, très bien, avec Laurent Petit-Girard, parce que c'est son chef d'orchestre, on va dire historique. Et puis avec ce quatuor de Christophe Guillot, Elisabeth Pallas, Françoise Nieri, Jean-Philippe Audin, c'est vraiment ce quatuor de base, Elisabeth Pallas, et tous les gens de l'opéra. Encore de très sincèrement, on aurait aussi pu le faire à Sofia. Moi, très sincèrement, j'ai vécu aussi des moments magnifiques à Sofia, parce qu'il y a quelque chose aussi quand je vais avec Bruno à Sofia. Évidemment, je nie pas le fait économique en tant que producteur, je l'assume. Il reste que si je veux des cordes qui pleurent, d'une certaine façon, je vais à Sofia. Et Sard me l'a dit, j'ai travaillé avec Philippe 2-3 fois, et je crois que Philippe a raison. Les cordes de l'Est ne sonnent pas comme nos cordes françaises. Ça ne veut pas dire qu'elles sonnent mal ou ça sonne bien. Voilà. Par contre, si je veux quelque chose de très rythmique, je ne vais pas aller travailler à Sofia. Mais j'ai travaillé avec de jeunes compositeurs aussi, notamment, qui voulaient aller avec le côté cliché de Londres et tout. Là, je leur dis, attendez les copains, vous allez à Abbey Road, vous allez à Air Studio. Si vous ne composez pas, s'il y a la moindre erreur, on va se péter la gueule, quoi. C'est une folie totale. Donc c'est véritablement des choix qui sont plus liés à l'artistique, à l'ingénieur du son évidemment. Combien de fois j'ai eu cette chance, ce bonheur de travailler avec Didier Lisée pendant 20 ans. Didier, on en parlait en amont aussi, et le compositeur et Didier, pour savoir quel allait être, en fonction des paramètres, des paramètres économiques, mais des paramètres artistiques beaucoup, quel allait être le meilleur studio pour enregistrer là-bas. C'est vrai que à Davout, on avait aussi un problème, c'est que on l'avait vu sur Océan, je ne peux pas mettre plus de 100 personnes. À Sofia, il y a une salle qui est plus grande qu'Abbey Road, où il y a un espace sonore absolument magnifique, même si la cabine est très moyenne, il reste qu'il y a un putain d'espace sonore, quoi. Donc c'est vraiment lié beaucoup aussi à l'artistique. Le financier, évidemment, j'en conviens. Mais pour dire quand même que nos musiciens français ont fait aussi beaucoup d'efforts. Hein. Alors, ils le font aussi avec des gens avec qui ils travaillent par rapport à ça, mais ils ont compris aussi que la musique de film était une musique majeure aussi, et que dans ce sens-là, il fallait aussi qu'ils mettent un petit peu d'eau dans leur vin, ce qu'ils font aussi.
J'avais une question aussi. J'ai beaucoup entendu dire que les musiciens français n'étaient pas aussi bons que les musiciens des pays de l'Est, etc. C'est toujours vrai aujourd'hui ? C'est pas tout. Je dirais pas ça, moi. Je dirais simplement que... Alors, c'est un avis très, très personnel. Hein. Je dirais simplement que c'est nos vies d'occidentaux. Nous sommes... pour avoir vécu nombre d'enregistrements dans les pays de l'Est, d'autres à Londres, d'autres au Canada, d'autres... je pense qu'on est des nantis. En tant que musicien, en tous les cas. Quand vous voyez des musiciens de séance, quelquefois, faire 3-4 séances dans la journée, moi, les premières fois que je suis allé à Sofia, les gens étaient payés à coups de lance-pierre, et j'en étais pour quelque chose aussi en même temps, parce que j'avais un contracteur qui était là-bas, mais j'en avais quand même aussi conscience. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Mais je pense qu'à Sofia, ils en voulaient à mort, quoi. Ça jouait, quoi. En France, on a par exemple, en bois, je pense qu'on a les meilleurs musiciens du monde, presque meilleurs qu'à Londres. Donc, c'est pas une histoire de qualité, je pense. C'est véritablement lié à la musique. Il y a des choses... Bruno travaille énormément bien avec les musiciens français. Il sait comment ça fonctionne. Ces musiciens savent le faire. Moi, j'ai rarement vu... ou alors j'ai eu cette chance, encore, ce privilège de travailler qu'avec de bons musiciens. Mais non, je pense que ceux de l'Est ne sont pas meilleurs que ceux de France. C'est simplement une histoire de motivation, je pense. Et à Londres, la seule fois où je suis allé visiter Abbey Road, j'ai discuté un peu avec les musiciens, et le premier violon, c'était un Français. Hein. Du Alesso. Il y a une chose quand même en France qui n'avait pas... je vous parle de ça il y a 15 ans, qu'on n'avait pas en France, c'est que, j'insiste, la musique de film était considérée comme un art mineur. Et qu'à Londres, moi, la première fois que je suis allé à Abbey Road, c'était avec Sard. C'est des orchestres constitués pour la musique de film, qui sont habitués à travailler ensemble. Et c'est même pas la première lecture. C'est-à-dire la première lecture, c'est dans la boîte, quoi. C'est même pas la peine de penser autrement. En France, avec Bruno, ça fonctionne maintenant comme ça. C'est-à-dire Bruno et ses musiciens que vous avez vus à l'écran, allez, on fait une deuxième prise ou une troisième prise de sécurité. Mais c'est véritablement de la sécurité. Et puis Bruno fait une musique pas forcément simple, d'une richesse extraordinaire. Donc ça demande du temps, quoi. Bravo, c'est vraiment exceptionnel le boulot que vous avez fait, pas seulement par la somme de boulot fourni, juste ce film-là, il ne marche que parce qu'il est fait par des ingé-sons. Aucun réalisateur peut faire un film comme ça, voilà. Donc vraiment, je suis hyper admiratif de ce que vous avez fait, c'est très étonnant. Et sur ce que disait Alexandre sur l'exploitation du film, évidemment, c'est dommage que ça sorte longtemps après le film, pas après le film, parce que ça aurait toute sa place dans un DVD de bonus, un truc comme ça, parce que il faut dire qu'il y a eu un mini-projet fait par une autre monteuse qui est dans le DVD. Dans le DVD, il y a un petit making-of qui a utilisé ces images-là, mais qui raconte pas la même chose. Mais voilà. Et parce que les deux seuls concepts qui sont un peu techniques, que sont la prise de son en multi-truc et le Dolby Atmos, ça passe très bien. Je veux dire, oui, voilà. Et en même temps, on n'a pas voulu que ce soit hyper technique. Non, mais c'est les micros, super, on n'a pas dit la marque. Ni ouais. Non, c'est vraiment un sacré boulot. Et j'ai une petite question. Moi, je suis tout à fait novice en termes de mixage musique de film. Je suis assez étonné que vous mixiez dans une petite cabine et qu'en tout cas, vous n'alliez pas voir dans un plus grand audio ce que ça donne avant le mix. Je suis assez étonné de ça. Et alors, je parle même pas de l'Atmos où là, j'avais déjà fait la réflexion sur l'interview d'Au revoir là-haut. Là, on est peut-être au début d'un truc, mais je suis quand même très étonné que vous alliez pas voir avant ce que ça donne dans un Dolby Atmos, quoi, avant d'arriver au mix du film. Si, ils ont fait. Paul a été voir Christinelle. Oui, on était. Mais c'est. La réflexion est excellente parce que moi je viens du rock'n'roll. Hein, il y a 40 ans. Je travaillais beaucoup avec Manon Negra, avec Noir Désir. Je travaillais plus dans des studios stéréo, quoi. Des studios comme on a vu là, des studios de mix en l'occurrence. Et c'est vrai que quand je suis arrivé dans la musique de film, j'étais toujours surpris qu'on mixe dans ce genre de studio. Aussi bon soit-il, que ce soit Guillaume Tell ou que ce soit les studios de la Seine, c'est des excellents studios. Mais par contre, il y avait toujours cette notion dans ma tête où quand je voyais ça après quand j'entendais ça dans un Audi, ça déstabilisait le réalisateur à mort, parce que le réalisateur, ce qu'il entend au studio de la Seine dans un mix audio, un mix audio pur 5.1, et ce qu'il entend après dans un Audi ici, c'est totalement différent. Et on a essayé, mais alors après c'est des histoires de coûts aussi, beaucoup, parce que c'est vrai que
une journée au studio de la Seine, moi, ça me coûte 1 200 € hors taxe, quoi, ou à peine. Un Audi ici, c'est pas du tout la même chose, quoi. Mais c'est vrai que l'idéal, et on l'a fait, on l'a testé avec Christinelle notamment, mais j'ai pas pu en faire beaucoup. L'idéal serait finalement de faire le mix dans un Audi. Mais comme dit Emmerich, très justement, il a eu peur. C'est-à-dire qu'il pensait, on en a parlé, c'était un peu off record, mais il pensait que s'il allait dans un Audi Atmos, déjà il découvrait les écoutes, tout ça, donc il n'était pas habitué. En plus, il n'y avait pas forcément les reverbs qu'il a l'habitude. Bon, ça se loue, hein. Enfin, c'est pas évident. Il a des repères dans le studio de la Seine et il s'est dit, j'ai très peu de temps pour mixer, je ne sais plus si c'était 5 jours ou 10 jours, enfin peu importe, voilà. Et il s'est dit, si je vais chez Christinelle, le fait d'essayer des trucs, ça va me prendre beaucoup plus de temps et je vais être hors cadre, quoi. Il y a aussi ça c'était essentiel. Non, mais c'est une vraie problématique. C'est vrai on a commencé à le faire, ça, nous, quand je travaillais avec Didier Lisée, quand il était encore là, ou Didier, mais parce qu'il avait 2 ans de musique de film derrière lui, où il s'est dit, alors qu'il était bloqué, hein, il y a une époque, mais où il s'est dit, allons dans un Audi, quoi. Parce que combien de fois j'ai vu des réalisateurs totalement flippés parce que quand ils étaient dans l'Audi, ils venaient du mix chez nous, du mix musique, et tout d'un coup, ils se disaient, mais c'est pas du tout ce que j'ai entendu au studio de la Seine, quoi. Et c'est vrai, en même temps, c'est vrai, il n'y a pas de souci, quoi. Mais là, c'est vrai que, considérant cette nouvelle expérience, Emmerich était plus à son aise dans ce studio-là, et ça a permis, et en plus, vous l'avez vu aussi, enfin, Gérard l'a dit, il y a de l'Atmo, certes, mais il y a très peu de salles qui l'ont projeté en Atmo. Alors, donc il fallait aussi faire des consensus. Enfin, il y avait aussi ça. Et pour Gérard, c'était difficile aussi de ça. Il y avait bien que Gérard qui pouvait faire ça. Malheureusement, c'est vrai qu'on a appris après coup que nous, on l'avait vu à l'avant-première en Atmos à Grenelle, mais qu'il n'a jamais été exploité en Atmos parce qu'il y avait Star Wars en face ou je sais pas quoi. Le film n'a jamais été diffusé en Atmos. Il existe sur le DVD, il est en Atmos. Ouais. Jérôme Vissiac nous expliquait à un moment que quand même, c'était important pour les deux Jacques de le produire en Atmos, simplement par souci d'être toujours dans le format le plus actuel et le plus pérenne sur le long terme. Et donc, qu'il y ait une version Atmos, pour lui, c'était important, même s'il savait pertinemment qu'il serait très peu ou pas diffusé en Atmos au moment de sa sortie, quoi. Bonjour, je voulais déjà saluer votre travail de réalisation sur ce documentaire. Déjà parce que mon métier, moi, c'est de composer. Et je trouve que vous avez très bien réussi à mettre en scène et en montage le rapport du compositeur face à une œuvre à accomplir, c'est-à-dire le moment de création, la jouissance de trouver la bonne idée, de voir réalisé par d'autres musiciens, interprètes incroyables, et ensuite d'accepter de laisser partir son enfant entre les bras de quelqu'un d'autre qui va se l'accaparer pour créer une entité avec le montage son, et ensuite redécouvrir son enfant qui a dépassé le cap de l'adolescence et qui commence à travailler et aller face au monde. Je trouve que c'était très très bien mis en scène, donc déjà pour ça, bravo, merci. Et j'ai une question pour Paul. Je me demandais quel rapport vous avez, Bruno et toi, dans la création, c'est-à-dire quelle part tu peux avoir de conseils sur des choix musicaux ou pas du tout. Est-ce que tu interviens ou pas du tout? Comment ça se passe? Pas. C'est-à-dire que c'est plus, je suis, on va dire, j'ai souvent tendance à comparer mon métier à celui d'une sage-femme. C'est-à-dire que j'accompagne finalement de la conception même, quand l'idée arrive, j'accompagne jusqu'à l'accouchement, quoi. Mais Bruno, ça le rassure. Je suis finalement là que pour rassurer ou pour... alors par contre, il a 100 idées à l'heure, donc moi j'ai par contre à côté de moi des paramètres comme donnent des producteurs, des paramètres financiers, des paramètres juridiques, des paramètres sur ce film. Vous ne pouvez pas imaginer, non, notamment sur la chanson de fin, on voulait faire quelque chose, j'avais réussi, Émilie Loiseau souhaitait le faire, la chanson de fin, Jacques ne souhaitait pas, après ça a été aussi le chanteur de... merde, ça y est, ça m'est passé. Ça va me revenir.
donc évidemment, j'ai un espèce Bruno m'écoute, mais je ne veux pas. Je suis pas un créateur, moi. J'ai une empathie pour les musiciens. Je suis moi un piètre musicien. Je pense avoir cette empathie-là. Mais ça suffit pour simplement faire en sorte que tout se passe le mieux possible dans les critères qui me sont donnés, quoi. Donc c'est un accompagnement, purement un accompagnement. Bien sûr que j'ai souvenir des moments où, sur les films de Benoît Jacot, enfin sur les films sur lesquels j'ai travaillé avec Bruno, où Bruno, pour se rassurer, me joue la mélodie au piano. Enfin ça c'était à l'époque où il ne travaillait pas à l'ordinateur. Mais c'est plus quelque chose de rassurer finalement un compositeur, comme il le dit. C'est en même temps le tout départ des enregistrements, quand à 10h moins 10, vous entendez un orchestre de 100 musiciens qui sont en train de s'accorder. Et là, croyez-moi, il y a une montée d'adrénaline monstrueuse. Autant pour Bruno, évidemment plus pour Bruno que pour moi, mais je l'ai aussi. Et là, il faut, donc tout dépend de ma préparation, moi, ce que j'ai pu faire en amont pour que tout se passe bien. Mais il peut y avoir des couilles, comme de temps en temps, hein, aussi. Mais c'est avant tout, j'ai pas de, oui, je me positionne pas comme un superviseur musical. Je suis un directeur de production. Simplement un directeur de production, au même titre qu'un directeur de production cinéma, enfin je le pense, enfin, pour l'avoir vu dans les tournages. C'est-à-dire que je suis là, j'essaie de préparer tout au mieux en amont. Je suis totalement en osmose avec mon compositeur, avec mes réalisateurs aussi, parce que j'ai 2 artistes quand même, et pas des moindres. Et puis, il faut que ça se passe bien. Ça répond à ta question un petit peu ? Mais c'est mon avis. Je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, hein. J'ai plein de collègues qui fonctionnent autrement. Moi, je fonctionne comme ça. Allô. J'ai encore juste 2 petites questions. La première, je reviens un petit peu en arrière dans la discussion, c'était par rapport à ce choix du mix en Atmos. C'est vrai que maintenant que je sais qu'il y a 5 jours pour mixer le film et qu'il y a quand même une version 5.1, 7.1, plus l'Atmos à faire en 5 jours, ça me semble extrêmement court en fait, tout ça. Et en même temps, c'est vrai qu'intuitivement, on aurait tendance à se dire c'est plus facile de downsizer un mix. Et donc, du coup, de commencer par l'Atmos et d'en découler du 7.1 ou du 9.1, enfin voilà, ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est une fausse idée que j'ai. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, je vais la poser tout de suite. Ça vous Il y avait aussi cette notion qui est racontée à la fin, que les 2 Jacques, ils voulaient que la musique soit au fond de la forêt. Donc, c'est ce qu'explique Gérard. L'Atmos permet d'amener la musique par devant l'écran, et les réalisateurs, ils demandaient exactement le contraire. Donc peut-être que ça a joué aussi, parce que ça, ils le savaient dès le départ. C'est-à-dire que c'était même dans la discussion entre le compositeur et les réalisateurs, la musique devait être juste un accessoire, enfin pas un accessoire, je suis désolé, mais au fond de la forêt, voilà, en tout mono. Oui, puis je pense qu'Emeric ne pouvait pas prendre de risques. Il y avait vraiment trop de minutage musique à faire, à mixer là dans le temps. Oui, non, les enjeux artistiques étaient énormes. Franchement, moi je pense que j'aurais fait pareil que lui. Hein, Oui, il flippait, hein, Emeric. Vous le sentez dans le... Mais vraiment, et quelqu'un... Alors, quand il est en enregistrement, ça va. Mais en amont, croyez-moi, des coups de fil à 2h du matin d'Emeric, j'en ai eu. Hein, genre, putain, je vais pas y arriver, quoi. C'est pas possible. Avec Gérard Lamps, avec Jacques Perrin, avec Bruno, même s'il travaille beaucoup avec Bruno. Il flippait comme un... Alors, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, tant au niveau des créateurs, mais pour un ingénieur du son, c'est important aussi d'avoir un soutien, quoi, par rapport à ça. C'est-à-dire, tous ces gens, que ce soit Cécile, que ça soit Emeric, Laurent Petit-Girard, il a besoin de personne, mais c'est pas méchant du tout, mais tous ces gens-là, il faut les soutenir, parce qu'à un moment donné, vous lâchez, quoi. C'est de la création pure, quoi. Donc moi, il faut que j'ai ce recul, même si j'en ai pas, c'est ma femme qui prend, en réalité, c'est après la production, de façon générale, mais il faut en tous les cas que je sois éponge et que je fasse en sorte que tout ce petit monde reste calme, quoi. Parce que, comme le dit Thierry, avec Jacques Perrin est un type dont je suis totalement amoureux, mais c'est pas un mec facile, quoi. La musique, il l'entend pas comme nous. J'ai souvenir sur Himalaya, par exemple, où quand Bruno lui a proposé des voix corses, alors qu'on parlait d'Himalaya, mais Jacques a fait un bond et il n'y avait rien à faire. Il a fallu motiver Jacques
pour faire en sorte que ces voix corps ça. De la même façon, sur Nick Cave ou sur Robert Wyatt dans Le Peuple migrateur, ils ne connaissaient absolument pas ces gens-là. Ils ne voyaient en aucun cas pourquoi on allait mettre ce genre d'interprète dans ce genre de film. Et Dieu sait si c'est beau. Sur Océan, il a viré Paul McCartney quand même, Jacques. C'est-à-dire que on a fait rencontrer Bruno à McCartney. Enfin, il y a eu plein de... C'était l'idée de travailler avec un mélodiste comme McCartney, et puis, enfin, à travers des différentes productions et tout. Bruno a rencontré Paul, tout s'est bien passé, artistiquement, il s'y retrouvait, et à un moment donné, les avocats s'en sont mêlés, et on dit, ok, pas de souci, sauf que Bruno Coulet n'apparaîtrait pas au générique. Ça sera McCartney, enfin, à la façon anglo-saxonne, quoi. Enfin, ou tout au moins un tout petit. Jacques a dit, tout Paul McCartney qui soit, on travaillera qu'avec Bruno. Donc c'est pas facile de travailler avec Jacques. Enfin, c'est un bonheur, mais c'est pas non plus très facile. Mais comme avec, c'est pas à vous que je vais dire ça. Les réalisateurs sont des artistes, quoi. Et Dieu sait si je les aime, mais des moments, c'est chaud, quoi. C'est pas simple. Je sais pas pourquoi. Je suis désolé. La question était. Non, alors du coup ma deuxième question est un petit peu détachée du sujet, mais en fait j'aurais voulu savoir comment en fait tu étais passé du monde de la musique, du rock, etc., à celui de la musique de film, si tu peux nous... La rencontre. Une rencontre avec... Je me suis retrouvé après Mano Negra, après Noir Désir. J'ai travaillé beaucoup dans la production, chez le producteur de Thieffen notamment. Et puis, à un moment, je voulais prendre un peu de recul. Et puis, j'ai eu l'opportunité de travailler comme directeur d'un label qui s'appelait Ovidis Traveling, qui avait fait Tous les matins du monde, qui avait fait... Je n'y connaissais absolument rien au cinéma, mais pour vous dire vraiment rien, quoi. Je ne savais pas ce que c'était. Enfin, il a fait des organigrammes et ainsi de suite. Et puis, mais en même temps, je représenterais Tous les matins du monde, Farinelli, des choses comme ça. Je trouvais que c'était un challenge, donc j'ai appris. Et puis, j'ai rencontré un jour un mec un peu autiste, Bruno Coulet, qui me parlait de sa musique et de Microcosmos. Deux réalisateurs un peu barrés aussi, Claude et Marie Nurizzani, qui parlaient de leurs insectes comme de leurs enfants, et puis Jacques Perrin, que je connaissais évidemment beaucoup. Et voilà, je suis arrivé à la musique de film à travers une rencontre, quoi. Mais quel bonheur de travailler dans la musique écrite, parce que quand on dit le rock'n'roll, je peux vous assurer que entendre là, ce que vous avez écouté, les cordes, j'avais les larmes tout à l'heure, mais quand des cordes montent, ça vaut tous les orchestres de rock du monde. Enfin, ils sont bien aussi, hein, mais quel bonheur, quoi. Vraiment. C'est eux deux, parce que vraiment, vous avez fait un putain de beau film, quoi. Monsieur Barbeau voulait venir, mais malheureusement, il a un tournage. C'est lui qui avait fait toutes les prises de son, évidemment. Donc, il se joint à nous pendant cette séance. J'ai l'impression qu'il y a un chaînon manquant un peu, parce qu'il y a d'un côté la technologie cinématographique, enfin, du son appliqué au cinéma, telle qu'elle est super bien montrée dans le documentaire, Dolby Atmos, auditorium, enfin bon, tout ce qui est le monde cinématographique, et de l'autre côté le monde de la musique, Davout, le studio de la scène, la stéréo, l'Atmos, Davout, studio de la scène, stéréo, re-recording, et puis de l'autre côté l'Atmos, des beds, des trucs objets, des latéralisations complètes qui sont tellement latéralisées qu'elles sont au-delà de la stéréo. Et du coup, on voit bien que, enfin, je l'ai ressenti comme ça, qu'il n'y avait pas que l'outil Atmos était complexe à utiliser pour la musique, même indépendamment des contraintes de temps ou de budget. De toute façon, il y avait un truc intellectuel complexe à assumer. Du coup, et que la stéréo, elle commence à être doucement à s'estomper, quoi, dans les questions de son au cinéma, surtout pour des productions de ce niveau. Du coup, il manque un endroit de rencontre, quoi, un truc... c'est ce que j'ai ressenti dans le film, quelque chose où un ingénieur du son et un orchestre de musique seraient à l'aise pour travailler pour un objet filmique.
j'ai pas l'impression que, en tout cas là dans le film, il n'apparaît nulle part, quoi. Il semble pas exister. On parle pas de stéréo, on parle que de 5.1 et d'Atmos. Non, il était question un petit peu de stéréo sur la partie la partie mixage musique, quand on parlait de réduction, Non. Était réduction en 5.1 depuis l'Atmos, pas de réduction stéréo. Pas du tout. D'accord. C'est pas qu'ils ont fait la réduction stéréo ou qu'elle a eu lieu. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a un moment, un questionnement comme ça où il faut downgrader effectivement, et que ça pose des questions de phase, par exemple. Il dit quand je fais de la prise de son stéréo et que c'est complètement latéralisé en 5.1 parce que les sides ne sont pas corrélés. À ce moment-là, j'ai des trucs de phase qui se passent. Ça, c'est évoqué. Et du coup, typiquement. Donc, tu travailles en stéréo, ça fonctionne pas en Atmos, en tout cas. Non, mais en fait, c'est pas vraiment de travail en stéréo, c'est la prise de son side qui elle-même pose problème dans le principe, dans la théorie. C'est-à-dire qu'effectivement, une stéréo, vous êtes sur un triangle, tu n'es pas sur une prise de son qui est complètement latéralisée, gauche-droite, quoi. Et c'est ça que Emmerich explique quand il parle des histoires de phase. Enfin, je sais pas. Oui, je pense que quand il parle de stéréo, c'est un couple genre RTF avec corrélation de phase. Et il dit il aurait fallu faire plutôt deux monos, quoi, en fait. Mais, oui, voilà. Et ce problème de phase des sides, il se pose même si les sides que lui envoie au mixage film, c'est pas les mêmes que ceux de sa prise de son side, parce que probablement lui, il a mixé des choses dedans. On voit bien que ce positionnement de source à la diffusion quand même pose problème. Enfin, voilà. Et peut être utilisé qu'avec des sources mono, qui n'ont pas de corrélation avec le reste. Donc ça est un peu une nouveauté quand on mixe en 7.1 ou en Atmos ou par rapport au 5.1, quoi. En fait, ça il l'explique très bien. Il a son 5.1, c'est quand il rajoute ses sides sur le côté qu'il y a un problème de phase pour le spectateur. C'est ça, ouais. Et qu'il y a quand il me dit on bouge la tête, il y a un effet de phasing ou en tout cas pas de stabilité du son. Et donc il a utilisé les tops à la place des sides au mixage parce que c'est un truc vraiment très concret. Dans la salle, mais ça tu peux avoir le même problème avec des prises de son qui ne sont pas des prises de son musique où tu as un multicanal et d'un seul coup tu rajoutes un élément en pensant qu'il va te rajouter un truc et juste il te pose un problème technique et tu trouves une solution extrêmement concrète pour pallier à ton problème. Enfin, Mais c'est pas le mixage 5.1 qui posait un problème, c'était encore de rajouter des couches. C'est ça, qui posaient un problème. Et on voit que tout ça en fait est très expérimental et que c'est artisanal et que c'est de la bidouille et que c'est à force de bidouiller qu'on voit ce qui va marcher mieux ou non. C'est-à-dire qu'entre la théorie de base et puis finalement ce qu'on essaye de ressortir comme meilleure solution, c'est pas forcément. C'est de la bidouille et les tops, effectivement, du début, de prise de son, sont finalement retrouvés sur les côtés en mix film, quoi. Donc il n'y a pas vraiment de théorie, quoi. Tout se fait vraiment à l'oreille, quoi. Et Marie, moi, pour avoir assisté au mixage pendant une journée, quand ils étaient pour voir le mix Atmos à Digimage à Joinville, de toute façon, la musique avait été livrée en kit de manière très consciente pour pouvoir expérimenter avec l'Atmos. Et on voit dans le documentaire Armel qui remontait des trucs, même Bruno Coulet avait dit mais faites ce que vous voulez avec elle. On avait discuté avec eux quand j'étais là. Et il avait la confiance, ils avaient l'autorisation d'expérimenter des trucs. Est-ce que vous mettez la partie électronique ou pas Là finalement, mais c'était prévu comme ça en fait. C'est pas genre c'est une grossière erreur. Non, ils voulaient expérimenter par rapport au mix, par rapport à la composition, pour un résultat par rapport à de l'image, pas une musique en soi, quoi. C'était une musique au service du film. Et c'est rare d'ailleurs qu'un compositeur accepte qu'on touche autant à sa musique sans qu'il soit là. Enfin, moi j'ai déjà travaillé avec Bruno Coulet il y a longtemps, et Bruno il était à côté de nous quand on montait la musique, tu vois. Et je le voyais avoir des grosses sueurs si on enlevait un instrument ou si on bougeait un truc par rapport à de l'image pour des confos ou des trucs comme ça. Là, il y avait une vraie confiance, c'était un truc de dingue. Je pense que ce qui a vraiment été mixé en Atmos, il me semble, c'est les quatre qui ont été disposés dans Davout aux quatre coins. D'ailleurs, les musiciens ont eu du mal à jouer ensemble parce qu'ils sont, malgré le casque, ils s'entendaient. Ils ont tellement l'habitude de jouer près les uns des autres que là, ça les a troublés. Et ça, c'était vraiment composé pour. Et normalement, il a livré des micros séparés pour disposer dans l'Atmos.
Oui, ce que Jérôme explique à un moment, effectivement pour les harpes et pour les bois. Alors, il y avait quelque chose aussi par rapport à cette idée d'enregistrer un peu en séparé, voilà, l'orchestre avec les 100 musiciens ou un petit peu moins, voilà, et puis les cuivres d'un côté, etc., qui est une chose qui est à la fois très intéressante, j'imagine, effectivement, en termes de mix, parce que c'est vraiment séparé, que donc on peut bouger ce qu'on veut, et en même temps on se rend compte aussi qu'on se retrouve, malgré le fait que les musiciens des cuivres, par exemple, ont l'orchestre dans l'oreille en jouant, etc., que parfois ça passe un peu au forceps, l'alliance de ces trucs-là. Et on se dit, est-ce que ce qui manque pas finalement, c'est pas un lieu où on puisse avoir, où on puisse jouer en cabine séparée, un orchestre, mais en même temps quand même. Tu vois, ça n'existe pas, je crois pas. Ce que dit Bruno est vrai. Il marche là. Oui. Ce que dit Bruno est vrai, c'est que après en mix, il faut redonner cette cohérence de l'orchestre. Faire que ça soit pas totalement dans le rock, on peut faire du multipiste comme on veut, c'est pas trop gênant. On produit après dans le mix une vraie cohérence, enfin, on fait un choix. Oui, puis surtout c'est 4-5 musiciens, quoi. Donc. Oui, et dans un orchestre symphonique, ça peut être une catastrophe. Alors par contre, pour le film, enfin moi pour avoir vécu les deux, c'est un bonheur total parce que pour mixer, alors il faut du temps, il faut plus de temps, mais pour mixer, on est au service du réalisateur, au service du film, et là c'est un vrai bonheur. Par contre, l'idéal, on l'a fait une ou deux fois, je pense sur Marsupilami, on l'a fait. C'est-à-dire qu'on a fait éléments séparés, enfin pupitres séparés. Mais en live. Et après en live. Mais comme vous dites, il faut le studio. Et en France, hormis Davout qui n'existe plus, ah si, alors maintenant il y a la scène musicale, peut-être, je ne suis pas allé voir encore ce studio, mais autrement on n'avait pas le choix. Enfin, dans un contexte aussi. Et gros surtout, orchestre. il y a un moment où Jacques il a demandé à ce que les cuivres soient à 7, et s'ils jouent ensemble, il dit ah, désolé. Oui. Mais c'est vrai que si on avait un peu plus de temps et un peu plus d'argent, on pourrait faire les deux, ça serait génial. Mais on l'a pas forcément. Juste une petite question. À un moment donné, dans le film, il y a 2 fois le mixage. Une fois avant la réduction en 5/1. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous aviez fait de différent, parce que le son est extrêmement différent du même passage. C'est avec les tops, c'est pas le passage où il y a, quand ils expliquent, il y a top et side, et après c'est que les tops. Oui. Oui. Enfin, c'est-à-dire c'est considéré comme compatible 5/1 parfait. Et alors que ça. En fait, les deux versions sont 5/1 qu'on a entendues, sauf que dans un cas, c'était les. Alors que je me rappelle, oui, on entend les tops qui doivent être du coup mélangés. Nous, les tops, on les a mis au mix. Tu les as mis où du coup? Parce qu'en 5/1, ils sont gauche-droite, c'est ça, voilà. Et les sides aussi. Et dans le deuxième, en fait, les sides ont disparu. Et c'est les tops qui sont... alors peut-être... non, dans le mixage, là, ils sont mixés entre les deux versions. Les tops ont été... ils sont repassés un peu devant, je crois, par rapport à... Sur la première version, ils sont un peu plus à l'arrière. Mais, ouais. J'ai eu une perception de spatialisation extrêmement différente. C'est-à-dire que dès qu'on arrive au deuxième mixage, j'ai trouvé que l'espace était considérablement rétréci. Donc pour moi, c'est pas juste... la plage fréquentielle qui change, mais j'ai vraiment eu la sensation d'une spatialisation différente. C'est pour ça que j'ai été étonné, puisque c'est mixé sur la même écoute. Ouais. Non, mais voilà, je trouvais ça intéressant parce qu'on dit qu'il faut être à tout prix compatible sur du 5/1. Alors après, c'est des goûts et des couleurs, mais moi, je préférais presque la version qui est moins compatible, c'est-à-dire la première que vous avez faite. Voilà. Et donc, du coup, c'est quand même du 5/1, donc c'est compatible. Donc, oui, là, on est dans un choix. T'as pas eu l'impression que la première, la musique prenait plus de place dans le mix? Oui, parce qu'elle est plus proéminente par sa spatialisation. C'est ce qu'explique Jérôme Vissiac, que ça leur posait un peu un problème que la musique soit vraiment en avant. Oui. Et donc, du coup, en enlevant les sides et en utilisant les tops sur les côtés, quelque part, il l'a replaqué un petit peu.
il a fusionné mieux avec l'image et avec le reste des sons, quoi. Oui, oui. Bon, après, moi, j'étais pas là au moment du mixage film, au moment où ils ont fait l'expérience. En même temps, eux, les tops, ils les ont mis au top. Enfin, ils les ont mis en haut. Nous, D'accord. Bah, nous, on est en 5-1, ils avaient du 7-1, oui, aussi, et 9-1, quoi. Ils étaient en... Ouais. Donc, en fait, là, on simule, on ne pouvait pas faire la vraie expérimentation avec les tops aussi au plafond en 9-1, quoi. Mais bon. C'est réussi. Et puis, François, le choix de l'Atmos pour le film n'était pas lié à la musique, mais était d'abord lié au son pour avoir la profondeur de la nature et d'être entouré par la nature avant d'être entouré par la musique. C'était vraiment, enfin, au mix, c'était vraiment le truc prioritaire, d'avoir une profondeur et une finesse de profondeur que tu n'avais jamais eu au cinéma. Et c'est vrai que le mix Atmos, pour ça, du film, c'est extraordinaire. Et la musique, après, à partir du moment où tu faisais le film en Atmos, utilisons quand même l'Atmos pour la musique, ce qui est tout à fait, qui tombe sous le sens, et d'expérimenter avec ça. Mais la priorité, en tout cas, du choix de l'Atmos, c'était par rapport au son de la nature, avant d'être un choix musical. Moi, ça m'aurait intéressé de savoir si certains d'entre vous avaient vu le film, du coup, les saisons, en Atmos ou non, et ce qu'ils avaient pensé du rapport entre les sons et la musique. Parce que c'est quelque chose qui revient très souvent quand même dans les conversations et dans les interviews et dans les problématiques. Et c'est vrai que moi, je me souviens, à la projection en Atmos, alors c'est peut-être parce que j'avais en mémoire tout ce que vous voyez là et le fait que j'avais été en immersion dans l'orchestre et tout, mais j'avais ressenti un petit manque, j'avoue, un peu ce que décrit Vincent Schmitt quand il dit j'ai pas envie que la musique soit plus en avant, mais en même temps je sens qu'elle est trop faible, par rapport à la composition, quoi. Et ça, mine de rien, moi j'avais eu un peu ce ressentiment à la sortie du film. Alors je sais pas si c'est complètement personnel à cause de l'historique, voilà, et des souvenirs que j'avais de Davout et compagnie, ou si d'autres ont eu la même perception. Mais bon, effectivement, c'était un choix de réalisateur. C'était vraiment. C'est vrai, c'est vraiment les animaux. Et c'est oui, voilà. Et très vite aussi, effectivement, si on met la musique au premier plan, Gérard le disait aussi à un moment, on a l'impression de basculer dans le clip. Et dans le Disney. Voilà. Donc c'est super compliqué en fait. Disney nature où de la musique est quand même prééminente. Mais certains de vous l'ont vu, les saisons en salle ? Et qu'est-ce que vous aviez pensé Moi, je l'ai vu au Pâté Bougrenelle en Atmos. Et comme ça, je ne me rappelle plus effectivement le rapport musique-ambiance. Mais effectivement, je me souviens beaucoup des sons de nature. Et pour moi, qui ai vu beaucoup de productions, notamment américaines en Dolby Atmos, c'est vraiment un des plus beaux mixages que j'ai vu, parce qu'extrêmement fin. Pas de la grosse cavalerie, mais vraiment des trucs très très fins et vraiment dispatchés dans l'espace comme j'avais jamais entendu. Et je trouve que le mixage est très très beau. Mais effectivement, rétrospectivement, peut-être la musique était peut-être en arrière-plan, mais en tout cas... Mais peut-être pour le bien du film, d'ailleurs. Peut-être. Sûrement, oui, voilà, exactement. Ouais. Mais un très très beau mixage. Ouais. Oui. Et ce que dit Jacques Cluzo est vrai, c'est-à-dire que le Dolby Atmos là est très probant justement pour les choses très, très précises, très fines et très subtiles. Donc là, dans tous les petits bruits d'animaux dans la nature et tout, ça marche super bien en Atmos. Moi, je voulais juste dire, comme j'ai fait un peu de musique avant de faire du cinéma, c'est vrai que c'est la première fois que je vois les réalisateurs aller parler aux musiciens. Et c'est vraiment, ça fonctionne super bien. En plus, ils sont respectables, les deux. Donc, on fait en sorte, je pense que là, c'est pareil, ça fait partie, moi, de mon rôle aussi, de pouvoir... combien de fois j'ai vu des séances qui se déstabilisaient parce que finalement, ils ne voyaient que le chef d'orchestre, que le compositeur. Moi, souvent, je fais, quand j'ai la possibilité, je fais un petit mot, mais je ne suis que le producteur, donc c'est le vilain garçon. Mais que les réalisateurs viennent expliquer, c'est à chaque fois un plus, vraiment un plus, quoi. Et puis en plus, tous les musiciens que vous voyez là, ils ont fait les 10 films de Jacques, quoi, quasiment, quoi. De Jacques Perrin, j'entends, et de Jacques Cluzo pour Océan et les saisons. Mais c'est un vrai plus. C'est toutes ces petites choses, en réalité, mais en tant qu'ingénieur, vous le savez aussi bien que moi, toutes ces petites choses font que nos séances se passent à ce moment-là. C'est plus que c'est confortable. C'est magique.
Et là, je ressens la magie dans ce que vous avez filmé, dans ce que vous avez monté, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Super. Bon, et les blagues de Petit Gérard. Mais il en faut, c'est aussi ça. Il en faut aussi. Bon, et par contre, on a constaté qu'effectivement, les musiciens sont très à cheval sur les horaires. Ah oui, ça. Mais c'est dans le monde entier. Hein. Dans l'Est, comme au Canada, comme en Chine ou ailleurs, c'est dans le monde entier. C'est une vraie culture. Et encore, là vous avez vu, on a vu des musiciens extrêmement disciplinés, sûrement parce que Bruno Coulet les connaît. Moi, les premières fois où jeune monteur, je suis allé à des séances d'enregistrement à Davout. Moi, ce qui me choquait, c'était le fait que les musiciens étaient très indisciplinés, ne respectaient pas les compositeurs, parce que la musique de film, ils n'en avaient rien à foutre. Et parce que c'était pas comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas non, ce ne sont pas des orchestres constitués. Oui. Donc c'est des gars qui viennent de l'Opéra de Paris, de tel orchestre, ils viennent pour cachetonner. Et moi je me souviens, j'avais eu la chance d'aller à l'enregistrement de la musique d'Esther Kahn avec Howard Shore. Ils savaient même pas qui c'était. Et à un moment, suite à une discussion avec le réalisateur Arnaud Desplechin, il a changé la partition. Et il y avait quelqu'un, une des dames des violonistes, qui a dit « Ah non, c'est pas possible, c'est pas écrit comme ça ». Et il est rentré dans le studio, il a fait la révérence, il a dit « But I'm the composer. If I want to change the music, I can ». Et la nana est devenue toute rouge. Et après, le premier violon, qui est toujours le représentant, est venu s'excuser. Et moi, j'hallucinais, quoi. Non seulement ils ne savaient pas qui c'était, ils n'étaient absolument pas respectueux de ce qu'on faisait. Enfin, moi, j'en ai plein comme ça, d'exemples. Ouais, et là, par contre, je ne retrouve pas du tout ce côté-là. Évidemment, parce qu'il y a une pratique. Mais il y a une pratique, Bruno, mais il faut toujours exiger. Ouais. Toujours. Parce que c'est vrai que là, on a le Laurent Petit-Girard qui est très autoritaire, enfin qui peut l'être, qui a beaucoup de traits d'humour. Donc c'est top, qui connaît très très bien la musique de Bruno, parce que je pense que très sincèrement, il a découvert les partitions le matin, hein, enfin les partitions d'orchestre. Ça c'est étonnant quand même. Ça c'est insensé. Les partitions le matin. Parce que Bruno, moi je l'ai vu une fois diriger, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il angoisse terriblement, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il a pris Laurent. Enfin pour l'anecdote, c'était au Festival de Cannes, à un moment où il devait y avoir un concert, et notamment Microcosmos, enfin le concert de la musique de Microcosmos, et Bruno devait diriger, et Bruno avait des problèmes de divorce à l'époque, ça se passait très très mal avec son ex-épouse, il était immensément fatigué, il a commencé les répétitions, il a commencé à diriger, et c'est là où on se rend compte du rôle du chef d'orchestre. J'ai entendu... j'étais dans la salle à côté et tout d'un coup j'ai entendu la musique ralentir. Vous savez, comme quand vous ralentissez une bande multipiste, enfin une bande, quoi. Et Bruno s'est évanoui en pleine répétition. Et c'était à l'hôtel Martinez, et Laurent Petit-Girard était en train de prendre son bain dans sa chambre, et on a demandé à Laurent de venir le remplacer, mais vraiment au pied levé, et depuis ils ne se sont plus quittés. Et Bruno adore être soit en cabine, soit derrière Laurent en tant que compositeur pour justement donner... Enfin, là, c'est immensément bien filmé par rapport à ça, ces petites anecdotes, ces petits moments. On voit Bruno, et là, il prend un pied pas possible, même s'il a des angoisses, mais il prend un pied pas possible. Et Laurent, lui, qui va ligne droite, mais qui fait aussi preuve d'autorité. Par exemple, Laurent Petit-Girard, quand je l'emmène à Sofia, ça se passe beaucoup moins bien. Et toujours avec Bruno Coulet. Parce que Laurent a un ego assez important, et qu'il aime bien que les musiciens le reconnaissent comme tel. À Sofia, ça ne marche pas comme ça. Et donc, c'est un peu différent. Donc, c'est aussi mon boulot de faire en sorte de tout ressentir ça, et de préférence en amont, pour éviter les catastrophes. Moi, je prends la parole déjà tout de suite pour féliciter Marie et Thierry et leur dire voilà, toute mon émotion du film. Je connais tout le boulot que vous avez fait, donc je veux encore le préciser, et vraiment la ténacité, puis toute la subtilité du tournage que je connais de tous les deux, et de Marie, de son regard, de toutes ses préparations. Et on a longuement parlé pendant tout le travail que vous avez fourni. Effectivement, vous avez vraiment... et Marie, dans tout le montage, a bien maîtrisé, je trouve, l'équilibre, effectivement, entre ce qu'il faut montrer technique et de ce qu'il faut apprécier au niveau du rendu émotionnel et musical. Et
Et je suis certaine, en voyant ça, que voilà, on va pouvoir enfin expliquer nos métiers aussi au grand public. Et ça, j'y tiens. Enfin, c'était une évidence. J'avais l'impression d'assister à un film en salle. Je n'avais pas l'impression d'être à l'AFSI, et ça serait vraiment chouette de le faire. Et il me manque tout simplement de voir maintenant, juste dans la foulée, le film des saisons en Atmos pour voir la suite dans la foulée. Voilà. Comme je travaille aussi dans le milieu musical, donc j'avais une ou deux anecdotes, précisions à donner par rapport aux musiciens, aux questions qui viennent de se poser. À savoir, bon, je connais Laurent Petit-Gérard, effectivement, c'est un homme extrêmement charismatique et très dynamique. Enfin, juste pour comprendre un peu comment il fonctionne. Et il a été professeur de composition de musique de film, donc il connaît extrêmement bien ce secteur. Il a été un chef d'orchestre d'un orchestre de jeunes, donc il sait gérer très très vite une bande un peu indisciplinée, ça va très vite. Et puis voilà, il a une énergie assez phénoménale, et donc il sait, il est idéal pour ce genre de séance, où qui se monte de toutes pièces, où il découvre la musique le matin. Bon, il est évident, moi je vois bien qu'il y a évidemment toute une fusion entre... Enfin, ils se connaissent extrêmement bien, ça se voit très très bien. D'ailleurs, c'est extrêmement bien montré dans le film. Il n'en reste pas moins que par rapport à la question donc, des musiciens classiques, il se trouve que c'est un petit peu dit là, et Paul Lavergne vient de le dire aussi. Bon, ce sont des musiciens qui sont choisis par Bruno Coulet, si j'ai bien compris, de toutes les façons, avec qui il travaille depuis très longtemps. Voilà, vous les choisissez ensemble. Majoritairement, si j'ai bien compris, ils viennent de l'Opéra de Paris. Majoritairement, oui, mais quelquefois, on n'en a pas assez. Voilà, il n'y en a pas assez. Alors bon, ça c'est un petit peu, c'est une petite restriction, c'est un petit travers qu'il y a dans les choix des musiciens dans ce genre de séance. C'est que les musiciens de musique classique ont l'habitude d'être quand même prêts et tout de suite, et de savoir assez vite être au point. Et j'en ai pas besoin d'avoir des musiciens de l'Opéra de Paris vraiment pour faire ça. Non, c'est vrai, mais par contre, excusez-moi, vous avez peut-être coupé. Non, c'est vrai, mais par expérience, alors ça vaut autant pour les musiciens dits classiques, de musique écrite, donc des gens qui lisent à vue quand même. Ah non, mais l'Opéra de Paris, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même d'autres orchestres. Il y a énormément... Oui. Non, mais il y a l'orchestre de Cologne. Non, mais je veux dire, à Paris, en France. Non, mais j'en utilise plein. Ah oui, d'accord. Voilà. Il se trouve que là, dans le contexte, on avait une sécurité. Enfin, là, ça revient encore au contexte où c'était quelque chose d'assez expérimental. On ne pouvait pas se permettre... Alors, d'abord, il n'y a pas que des gens de l'Opéra de Paris. Si je reprends tout, il faudrait que je refasse le Q-sheet. Vous avez l'orchestre national qui sont aussi bons, vous avez l'orchestre philharmonique, oui. Ça fait un panel. Non, mais j'en conviens. Mais il y a pas, je ne pense pas qu'il y ait 100% de gens de l'Opéra de Paris. Mais il y a en effet... Ce que je veux juste dire, juste pour préciser, c'est que moi, je connais les échos dans la profession par rapport à ces engagements en prise de son de musique de film. C'est qu'effectivement, il y a des musiciens qui sont aussi bons que les musiciens de l'Opéra de Paris, et qui sont plus engagés parce qu'ils n'en ont pas besoin. Voilà, c'est juste ça que je voulais préciser. Je suis d'accord avec l'analyse. Par contre, je suis d'accord avec l'analyse. Par contre, moi, j'ai un Bruno Coulet en face de moi. Oui. Non, mais dans ce film-là, quand il veut une flûtiste, il veut pas quelqu'un d'autre. Tout à fait. Moi, ça, on a bien compris. C'est ce que j'ai commencé par ça, en disant là, on voit bien qu'il les a choisis parce qu'il les connaît. C'est une chose. Je voulais dire en général. Mais je suis complètement d'accord. Voilà, il y a vraiment des musiciens extraordinaires, aussi bons. Au moins aussi bon, et en tout cas beaucoup plus engagé. Mais je le fais avec d'autres compositeurs, par exemple avec Pablo Pico, un jeune compositeur avec qui je travaille. Mais Pablo, il accepte d'autres musiciens, mais chacun a sa vision aussi de la couleur que va donner tel violon. Évidemment. Il n'y a pas une relation de cause à effet, parce qu'à un moment, il était question d'enregistrer à l'Opéra de Paris, justement. Oui. Non, mais il n'y a pas, ça n'a pas été, il n'y a pas eu de cause à effet. Non, il y a véritablement, on va dire il y a une quinzaine de personnes qui viennent de l'opéra. C'est le premier corps, la première clarinette, le quatuor à cordes, ils sont plus tous d'ailleurs à l'Opéra de Paris. Oui, parce qu'avant Davout, il était question d'enregistrer. D'autres questions? Tout va bien, on va conclure. Marie, tu conclus? Bravo Marie pour le montage et tout ce que tu as fait. Elle a passé un temps incroyable.
Elle s'est tuée à la tâche. Non, mais moi mon souci, c'était de ne pas trahir les gens qu'on avait filmés. Et je crois que ça s'est réussi. Donc, pour ça, je suis contente. Donc, vous avez quartier libre jusqu'à 2h si vous voulez boire un café en venant, ou 2h30. Hein, c'est-à-dire que tu me confirmes 2h30, 14h30 Maximum. Donc, pour ceux qui viennent à l'atelier de cet après-midi, voilà, c'est rendez-vous 14h, 14h30. Faut vraiment trouver une vie. Bravo.